Qui nous touche. Oui, Alexandre. Mélissa qui a été rétrogradée après avoir frappé la Jamaïque, après avoir touché terre, mais qui a causé quand même énormément de dégâts, qui toujours menace. C'est quoi, on est rendu vers Cuba? Oui, ça a d'ailleurs touché terre à Cuba en plein milieu de la nuit, Mario. Rétrogradé en catégorie 3, mais catégorie 3, ça reste extrêmement dangereux. Là. Ce sont des vents à 200 km/h. T'as entièrement raison, Isabelle. Évacuation de 735 000 personnes à Cuba, principalement dans les provinces de Santiago de Cuba, Holguín, Guantanamo. Les autorités locales qui ont décrété l'état d'alerte dans 6 provinces de l'Est. Et Mélissa doit traverser Cuba au cours de la matinée et mettre le cap sur les Bahamas, où on atteindra les Bahamas en mi-journée. Maintenant, le bilan pour la Jamaïque. Lorsque Mélissa a frappé la Jamaïque, on était dans du 300 km/h. Imaginez, là, c'est terrible, là, ça a tout arraché. Vous avez certainement vu les images où on voyait des arbres déracinés, des toitures arrachées, des routes complètement défoncées. Alors, 530 000 Jamaïcains sont toujours privés d'électricité ce matin. Mélissa, c'est l'ouragan le plus puissant de 2025 à travers le monde, selon les données scientifiques, et le plus puissant à jamais s'être abattu sur la Jamaïque depuis qu'on compile les relevés météo. Hein. Avez-vous vu, entre autres, il y a beaucoup d'images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On voyait une image satellite avec la Jamaïque qui était tout petit, puis l'espèce d'ouragan qui était comme le triple, le quadruple, qui en faisait qu'une seule bouchée. La superficie de toute l'île, oui, effectivement. Mais je comprends qu'il y a déjà des monteurs de ligne. On avait pris de l'avance là, du côté du Québec dans nos mesures d'aide. Il y a déjà nos monteurs de ligne qui sont sur place. Oui, exactement. Alors, effectivement, qu'on va prêter main forte. C'est le cas des fois, par exemple, lorsqu'il y a des événements météo qui arrivent là, à proximité d'ici. Mais quand même, déjà là, on ira prêter main forte là-bas aussi. Exode des médecins, c'est la crainte à l'heure actuelle. On a différentes rumeurs de médecins qui songeraient à aller travailler à l'extérieur du Québec. Et on commence à voir des chiffres. Là. Plus d'une centaine de médecins ont commencé des démarches pour quitter le Québec, soit pour aller pratiquer en Ontario ou encore au Nouveau-Brunswick. C'est à la suite de ce projet de loi 2 qui a été adopté sous bâillon vendredi dernier à l'Assemblée nationale. Alors, on a des données d'hier. Là. Le Collège des médecins de l'Ontario a confirmé avoir reçu 60 demandes de permis depuis le 23 octobre. Pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, le Collège des médecins là-bas en a reçu une trentaine. Le président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec se dit impuissant d'ailleurs face aux membres qui affirment vouloir quitter la profession ou aller pratiquer ailleurs, parce qu'en disant, ben moi, j'ai rien à leur dire pour les retenir ici, là, ça bouge pas. Mais là, parallèlement à tout ça, aujourd'hui... Mais au moins, au Nouveau-Brunswick, là, les médecins du Nouveau-Brunswick, à ma connaissance, gagnent pas plus que ceux du Québec. Même, je pense, gagnent moins. Là. Je comprends la colère, la réaction à chaud, mais puis je pense aussi qu'il y a comme une exagération peut-être dans la négociation. J'entends tous les médecins parler de baisse, puis je sais qu'ils sont tous convaincus, là, nos revenus vont baisser de 30-40%, les spécialistes, mais ça se peut pas, là, dans le sens que il y a 9 milliards prévus au budget du gouvernement pour la rémunération des médecins. Le 9 milliards, il va être versé, là. C'est pas vrai qu'il va rester 2-3 milliards. Parce que les nouvelles règles font, il va rester 2 milliards. On va dépenser 7 milliards pour la rémunération des médecins. Il y en a 2 qui vont rester sur la table, que le ministre des Finances va dire, ah ben, jolie économie que je viens. Voyons, les 9 milliards. Donc, le ministre dit, il reste les 2 prochains mois pour négocier. Par exemple, le premier rendez-vous, là. On a coupé. Semble-t-il que l'argent pourrait être remis pour l'ouverture de dossiers. Mais... je crois, ou encore, peut-être que certains médecins vont avoir des baisses de revenus, puis d'autres vont avoir des augmentations dans une nouvelle distribution. Mais là, il faudra qu'on l'explique. Mais l'idée que tous les médecins au Québec baissent de revenus, moi, je crois pas du tout. Là. Parallèlement à tout ça, Mario a surveillé aujourd'hui le dépôt de la contestation en justice de la part de la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui vont contester, entre autres, tout ce qui est les pénalités, empêcher un médecin, par exemple, justement de changer de province, d'aller travailler ailleurs. On a vu leur coup d'éclat hier devant l'Assemblée nationale où les médecins étaient comme bâillonnés avec du ruban sur la bouche. Et eux ne veulent plus du tout parler avec Christian Dubé. Eux, ils sont bien prêts à négocier, mais ils veulent le faire avec le premier ministre François Legault. N'ont plus confiance envers le ministre de la Santé. Christian Dubé, d'ailleurs, a pris la plume ce matin dans une longue lettre, quand même, dans la section « Faites la différence » du journal, où je dirais essentiellement...
les premiers paragraphes, là, ça remet un peu la table sur les grands paramètres, les grandes lignes de pourquoi tout ça a été fait avec la loi 2. Mais je vous lis 2 courts extraits. À un moment donné, il dit « La loi inclut aussi des mesures destinées à mettre fin aux moyens de pression et s'assurer que les services aux patients soient protégés. Par ailleurs, aucun contrôle supplémentaire ni sanction ne seront mis en œuvre tant que les services à la population sont maintenus. » Et il termine en écrivant « Notre gouvernement prend l'engagement d'être à l'écoute et d'assurer la transition la plus harmonieuse possible, en gardant toujours en tête l'intérêt des patients québécois. » Peu importe de qui on prend, de quel clan on prend, il me semble que ça n'a pas de bon sens d'en arriver là, à quel point on n'est pas capable de discuter. C'est arrivé quand même souvent puis rarement à la fois, mais vous allez médecins. Il y a quelques années, c'était avec les pharmaciens. Là. La mémoire est une faculté qui oublie, mais il y a quelques années, c'était avec les pharmaciens. Il y avait une loi spéciale, le même genre de mesures. Puis on avait les pharmaciens avaient menacé, là, si on se fait faire ça, on va quitter en groupe. Puis le gouvernement avait imposé le même genre de loi spéciale en disant vous pouvez pas, tout groupe de pharmaciens qui se concerterait pour couper des services à la population avait le même genre d'amende. On l'a fait même aux travailleurs de la construction. À une époque, on avait une grève de la construction, il y avait eu une loi spéciale, on l'a fait aux infirmières. Là, c'est certain qu'on le fait aux médecins, qui est un groupe particulièrement sensible, puis un groupe aussi qui a des comme on dit, des gros haut-parleurs dans la société pour exprimer leur colère. Mais c'est une loi spéciale, c'est jamais le fun. T'essaies de toutes les manières de l'éviter, mais c'est jamais le fun parce que le mot le dit, là, on dit c'est une loi matraque. Ben, la matraque, c'est ça, c'est que tu mets dans la loi, tu mais toutes les dispositions de retour au travail, puis les conditions salariales, puis les modes de rémunération. Mais la matraque, c'est que tu mets aussi une espèce d'interdiction de désobéir. Là, tu peux pas démissionner en bloc, tu peux pas. Par contre, j'entends des médecins dire on n'a plus le droit de déménager. Ça, c'est faux. Il y a aussi une exagération. Je pense que les médecins sont tellement choqués et déçus qu'ils, sur les réseaux sociaux, ils s'encouragent entre eux à voir c'est pas interdit de déménager. C'est interdit pour un groupe de médecins de dire on s'organise une gang puis on part 25 vers l'Ontario, mais un médecin tout seul. Ben ça reste flou dans l'esprit de plusieurs, Mario. Ben, c'est ça. L'espèce de pénalité financière, la menace, ça fait peur à plusieurs personnes. Puis même, un médecin qui déciderait seul de déménager. Moi, je pars, je m'en vais, il n'y a rien qui l'empêche. Là. Ben non, mais dans l'esprit de plusieurs, c'est pas aussi clair que ça. Je sais très bien, je l'entends moi aussi. Puis moi, je suis convaincu, la centaine de médecins dont je vous parle, c'est la pointe de l'iceberg. Il va en avoir beaucoup plus que ça. Ils vont quitter. On n'a rien vu mais encore, déjà cet été, il y en a plusieurs qui appelaient. On a fait on parlait de tourisme médical, où il y a beaucoup de Québécois qui allaient se faire traiter à l'extérieur. Puis il y a beaucoup de médecins déjà qui nous disaient moi, je suis en ma clinique, moi, je quitte déjà avant la loi spéciale. Mais où ils vont aller, là? Parce qu'ailleurs, au Canada, le genre de rémunération qu'on va mettre en place au Québec, qui existe dans d'autres provinces canadiennes, c'est que là, ici, c'est le changement, c'est la façon dont le changement s'est fait qui vient heurter les médecins. Bon, hier, à l'heure du dîner, nouvelle scoop qui est obtenue par Félix Séguin, notre collègue, sur la Sûreté du Québec, qui aurait un plan majeur de fermeture de postes de police en région. Et d'ailleurs, le nouveau ministre de la Sécurité publique, Yann Lafrenière, a demandé à la Sûreté du Québec de refaire ses devoirs là-dessus. C'est dit insatisfait de ce plan qui avait été proposé par la SQ pour essentiellement couper 120 millions de dollars de dépenses annuelles. Selon M. Lafrenière, la SQ doit trouver le moyen de réduire ses dépenses, mais en ne compromettant pas la sécurité dans les communautés. Et Félix nous apprenait que la SQ prévoyait, entre autres, fermer 12 postes de police auxiliaires en région. Un des exemples, c'était Sainte-Terre. En Abitibi-Témiscamingue, où là, à un moment donné, le poste de police le plus proche serait à 65 km de là? À Val-d'Or. Ben oui, à Val-d'Or. Mais là, imagine l'hiver, là. Tu dois répondre à un appel urgent. Tu as 65 km à faire d'une grosse tempête. On repassera pour les délais de réponse dans un temps raisonnable. Les policiers, la Sûreté du Québec songe aussi à abolir les patrouilles de nuit, à mettre en place un gel d'embauche, à vendre des hélicoptères. Il y a toute la question des crimes économiques aussi. Mario, les crimes économiques, ça fait manchette à chaque semaine. La fraude, c'est déjà extrêmement difficile de retrouver les fraudeurs. Mais une des questions qui s'est posée, tu sais, quand le gouvernement... Parce que là, on demanderait à la SQ de couper entre 100 et 120 millions. Puis la SQ a la réputation, en plus, d'être un organisme qui non seulement dépense pas mal, mais défonce son budget année après année. Une des craintes, quand un gouvernement veut réduire ses dépenses, souvent le ministre ou les responsables gouvernementaux, à qui tu demandes? Tu demandes au sous-ministre, ou dans le cas d'une société d'État comme la SQ, tu demandes au PDG.
faudrait que tu réduises tes budgets. Cette personne-là va s'asseoir avec sa haute direction. Et la tentation qu'ils peuvent avoir, c'est de dire, bon, on va faire un plan de réduction des budgets, mais attache ta tuque. Quand le ministre, il va le voir, là, il va se péter la tête ses murs parce que tu crées un programme de réduction de dépenses qui maximise l'impact politique. Tu comprends? Qui va faire du bruit dans l'opinion publique pour que le gouvernement recule, que le gouvernement dise hey, on peut pas faire ça, on peut pas faire ça. Plutôt que de faire un plan, tu comprends, qui couperait dans la bureaucratie. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que celui-là, il peut avoir l'air de ça, d'autant plus que les 12 qui sont coupés, c'est que vous savez que la CAQ, la dernière élection, ont gagné quasiment partout dans les régions, parce que les bureaux, les postes de police qui seraient coupés, c'est tout dans des comtés de la CAQ, là. Fait que t'imagines, oui, il a fait la liste. Je peux vous le faire rapidement, là. Témiscamingue, Sainte-Terre, Radisson, Havre, Saint-Pierre, Matapédia, Grande-Vallée, New Carlisle, Saint-Félicien, Saint-Michel-des-Saints, Saint-Gabriel de Brandon, Saguenay-Tadoussac. Fait que, tu sais, je pense qu'il y en a... il y a celui là, de Sainte-Terre qui est dans un comté qui était caquiste jusqu'à tout récemment. Là, le député Pierre Dufour a été mis dehors du caucus et puis lui, officiellement, il était indépendant. Mais les autres, je pense que c'est tous des comtés de la CAQ. Donc, tu sais, tu dis, t'es la SQ, tu dis, quand le plan va sortir publiquement, là, attache ta tuque que les députés vont se faire rencontrer dans leur comté. Puis comment ça, on va perdre notre bureau de police, notre poste de police. Alors, c'est un peu ça la question. Est-ce que la CAQ va être capable de réussir sa réduction de dépenses, d'obtenir une collaboration des hauts fonctionnaires, des dirigeants de sociétés d'État pour réduire les dépenses, mais sans, disons, le côté qui maximise l'impact sur la population, là. Mais Mario, est-ce que, parce qu'on entend beaucoup, on veut revenir à la loi et l'ordre, la loi et l'ordre. Est-ce que c'est pas contre-productif en disant la loi et l'ordre, mais on veut imposer des compressions? Faudrait voir un plan. Je veux dire, peut-être qu'on a trop... Moi, je me fais l'avocat du diable. Peut-être qu'on a trop de postes de police. C'est sûr que le territoire du Québec est grand. Mais des bureaux gouvernementaux, là, un poste de police ou n'importe quel bureau gouvernemental, ça vient avec une espèce de coup de base. Là, on fait des farces avec ça, mais t'as un loyer, puis il faut que tu déneiges la cour, faut que tu tondes la pelouse dans la cour, puis il y a une machine la petite salle à café, la machine à café, puis le micro-ondes brille. Il y a un coût là, d'opération d'avoir un bureau à un endroit. Fait qu'est-ce que tu pourrais dire, je maintiens les mêmes effectifs, les mêmes ressources... Mais vous allez vous tenir d'un parking. Non, c'est ça, les mêmes ressources. Là, c'est ça l'affaire, c'est que la distance... si tu fermes un bureau, mais que juste en kilométrage, juste, mettons, pour se rendre de Val-d'Or à Sainte-Terre, en kilométrage inutile, juste à rouler dans le vide, tu dépenses autant en essence, en temps de policiers qui font rien, parce que là, ça leur prend 45 minutes juste se rendre sur les lieux du travail. C'est là qu'il faut que tu fasses un équilibre. Mais est-ce que... Peut-être que c'est vrai qu'on a trop de postes de police au Québec. On a voulu, à une époque où les finances publiques allaient bien, on s'est déployé, on a ouvert trop de petits postes de police tout partout, puis qu'on pourrait couvrir le territoire avec autant de patrouilleurs, mais moins de postes de police. Sauf que là... Si tu annonces ça dans une dernière année de mandat, imagine la panique des députés qui ont vu hier une ville de leur comté là, dans la liste. Là. C'est certain que ça a eu un impact. Le ministre de l'Environnement, puisqu'on parle de ministre de la CAQ, le ministre de l'Environnement n'ira pas à la COP. Lâchez-moi avec les GES! Hein? Bernard Drinville, non, n'ira pas à la conférence climatique de l'ONU, t'as raison, il l'a précisé sur ses réseaux sociaux hier. Pourquoi maintenant? Il explique sa décision en affirmant qu'il y a beaucoup de dossiers amenés ici, il y a d'autres choses à faire. Et parmi ces gros dossiers, le gouvernement doit décider cet automne s'il maintient ou non la cible de réduction de GES de 37,5 % d'ici 2030. La COP, le mois prochain, c'est au Brésil que ça se passera. L'objectif, c'est de faire des progrès depuis l'accord de Paris. Mais à chaque année, c'est toujours remis en doute un peu là, la pertinence de la tenue de ce genre d'événement-là. Est-ce que tous ceux qui sont là ont à faire là? Le Québec, on est déjà représenté par la présidente de la FTQ. Je te t'allais dire. Je te fais y aller. À Dubaï, on était déjà... Oui. Penses-tu qu'elle va y retourner? Je pense pas. Ah non? Oh, pas sûr. OK, moi je pensais, je m'étais dit, le ministre de l'Environnement, il prend congé de la COP parce que c'est nous, le Québec, on est déjà représenté. Reviens-tu bientôt à CUB, madame? Sûrement. Oui. Oui, on est très bien accueillis la dernière fois. T'es très, très courtois. Oui. Nos auditeurs la saluent. Bon, mais oui, c'est ça. C'est elle qui était moins courtoise envers nos pauvres auditeurs. Là. Donc, Bernard Drinville, politiquement, je suis pas sûr que... en fait, j'ai jamais participé à ce genre de conférence-là. Compte tenu de leur fréquence, je sais pas s'ils s'en règlent tant que ça, qu'une fois toutes les 5-10 ans, la planète se donne des objectifs, mais quand on y retourne tous les ans pour faire des suivis,
Tu sais, on couvre ça aux nouvelles, puis on sait même pas quoi dire de ce qui s'est passé exactement là. Fait que tu te dis, le ministre de l'Environnement du Québec, est-ce qu'il va faire une différence? Oui, ceux qui y vont, là, quand ils reviennent, ils nous disent « Ah, ça a été extraordinaire, j'ai fait des rencontres. Mais dans le concret, je sais pas. C'est... Beaucoup de sous. Ouais, c'est ça. C'est si utile. Et finalement, on attend une annonce de la Banque du Canada ce matin. Concernant le taux directeur, les analystes s'entendent pour dire qu'il devrait baisser pour atteindre 2,25 %. Une décision qui s'expliquerait entre autres par l'incertitude provoquée par la guerre commerciale. Il y a d'autres éléments qui penchent dans la balance. Les exportations sont faibles, la croissance du PIB également. En septembre dernier, la Banque du Canada avait réduit son taux directeur d'0,25 point. Des nouvelles de Charlotte Cardin? Bien là, toute la francophonie attendait sa nouvelle vidéo avec impatience, sa chanson « Tant pis pour elle ». On s'en est parlé à la toute fin de l'émission hier parce que ça sortait à midi, heure du Québec, où elle met en scène un triangle amoureux. Mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand il y a une vengeance, une jalousie, souvent c'est illustré par un pétage de coche, quelque chose qui explose, c'est violent. Mais elle, comme c'est intérieur, puis on tire la couverture, c'est intense, là. Tout est fait avec le silence et la subtilité, ce qui fait que c'est un 5 minutes où on se dit, ben voyons donc, ça se peut pas, ben voyons donc, elle est bien méchante. Elle est en feu, sans jeu de mots. Il y a vraiment des flammes en plus, mais oui, c'est très sensuel, sexuel. Vous voyez juste quelques minutes, là, mais oui, Charles-Antoine, t'as une réaction, mais c'est ça. Elle était aussi à Star Academy. Charles-Antoine, ça peut plus, là. Non. Mais c'est parce qu'elle fait genre beaucoup. Charlotte était à Star Academy en France. Il y en a même qui lui ont demandé pourquoi c'était pas Alyosha Schneider qui jouait le conjoint là-dedans, le gars qui est pogné entre deux femmes. Puis il semblerait qu'Alyosha a refusé de participer à cette vidéo-là pour pas exposer non plus le couple comme ça, dans cette posture-là, publiquement. Elle a fait réagir également parce que... Ça soulève la question, est-ce que Justin Trudeau va jouer dans le prochain clip de Katy Perry? Ça pourrait être intéressant. Ça ferait en tout cas couler beaucoup d'encre. Chose certaine, c'est qu'elle a fait le buzz, Charlotte, parce qu'elle était dans les auditions, comme on voit ici à Star Academy au Québec, puis elle était stoïque, de glace, puis il y en a qui ont fait des mimes avec son visage parce qu'elle n'avait aucune réaction. Donc, elle disait qu'elle voulait être bienveillante, pas teinter les prestations des candidats. Mais ça a fait réagir et elle est en lice aussi. Je vous dis, il y a tellement d'actualités. Elle est en lice au Energy Music Awards présenté sur TF1 vendredi pour la chanson de l'année avec Feel Good. Elle était déjà d'ailleurs dans la catégorie artiste féminine de l'année aux côtés, entre autres, de Vanessa Paradis. Ciao le taxi. Bref, c'est ça. Tu l'imites bien, ben oui. Mais elle est fun. Vanessa Paradis, elle est fun. Charles-Antoine, tu nous as dit à plusieurs reprises à cette émission, les Jays ont du caractère. Ils ont rebondi à nouveau. C'était quand même pas évident à faire. Après ce 3h du matin, exact. Tu rejoues le lendemain soir. Mais tout au long de la saison, cette équipe s'est regroupée rapidement et elle a rebondi hier face à Shohei Ohtani. C'est un match presque parfait des Blue Jays hier. Là. T'as raison de le souligner. C'est quoi jouer un match quasiment parfait? C'est pas loin de ça. Là. Et le rêve de petit gars de Shohei Ohtani, c'était pas de frapper des circuits en série mondiale, c'était d'être lanceur partant. C'est sa vraie position naturelle. C'est son premier amour. C'est au monticule. Donc hier, c'était son premier départ en série mondiale. Après 9 présences sur les buts la veille, un record. Et ça amène une fatigue là, d'être si souvent au bâton, si souvent sur les sentiers. Pourtant, hier, il a été très, très bon jusqu'à ce que tout s'écroule dans une manche qui aurait été fatidique pour les Dodgers et prolifique pour les Jays en 7e manche. Est-ce que le coach a été trop lent à le retirer? Là? Bon point. Il a admis 2 coups sûrs en 7e manche. Et c'est dans cette manche que les Jays en ont marqué 4. Faut quand même préciser que Vladimir Guerrero en a sorti une du stade aux dépens de Shohei Ohtani. C'était déjà 2-1. Les Blue Jays menaient déjà. Mais 2-1 à 6-1 à la fin de cette manche-là, ça avait changé de poil. Là. Et la manche précédente, les Jays avaient décidé de sortir Shane Bieber, qui d'ailleurs a obtenu son meilleur départ des éliminatoires, lui qui avait eu quelques creux de vague là, depuis le début des séries. Donc c'est comme si les Jays ont mieux réagi aux lanceurs partants, à tout le moins une manche avant les Dodgers. On a sorti Shohei Ohtani, puis Shohei Ohtani, il a été bon au monticule, mais 0 en 3 bâtons. En fait, il s'est rendu une fois sur les sentiers, but sur balle. Mais tu sais, la fatigue, elle paraissait dans ce donc là, la série est 2-2. Et les Jays reprennent l'avantage de la série. Même si elle est égale, ça devient un 2-3.
avec 2 matchs sur 3 à Toronto. Ce soir, on termine le périple californien, donc c'est le 3e match en 3 soirs. Trey Yesavage, on revient au début de la rotation. Trey Yesavage au monticule, Blake Snell, que les Jays ont frappé là, dans cette victoire en début de série. Mais ensuite, les 2 derniers matchs seraient à Toronto. Il y en aura assurément un dans Level-Reign vendredi, mais peut-être un match 7 On dirait que c'est une Canada. série qui va aller en 7. On dirait qu'elle joue comme une série qui va aller en 7. C'est vraiment une série spectaculaire. On est choyé en termes de spectacle. Et en termes de spectacle également, en fin de soirée, les gens qui se sont couchés tard, Cole Caulfield, 2 buts, dont un autre en prolongation. Il en a 9, meilleur buteur de la Ligue, et le Canadien a gagné 4-3 face au Kraken de Seattle.